Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Omake 49 du mois de juillet 2017. Eh bien, oui, ça change parce que c'est pas Marcy qui présente, parce que Marcy est absente, parce que Marcy nous a fait un petit... Couac. Elle a été vaincue par un chocolat vegan. À mon avis, oui, elle se l'est enfournée et puis c'est lui qui a gagné. Hein. Donc, on se retrouve à moins, mais pas de moins de qualité, au contraire. Hein. On a toujours notre table en formica beige et autour de cette table, nous avons la trubliante et la charmante Sénat. Salut. Nous avons le roi de l'Antiquité, le roi qui est là, d'ailleurs, tout vieux, le monsieur culot. Bonjour. Voilà. Et on a James Kuhn. Hello. Le Kuhn. Monsieur voilà. Kuhn. Et moi-même, Kobito, le mec qui parle dans le micro. Voilà, vous voyez, en plus ça rime, c'est génial. Donc nous allons aujourd'hui parler de choses nouvelles et anciennes, puisque c'est un spécial pas été, mais on va vous donner des conseils de lecture et puis de visionnage, avec des choses qui sont déjà diffusées, qui ont déjà été lues, ou précédemment on en avait déjà parlé, tout en mélangeant de l'actualité. Donc on va faire ça, mais tout de suite après... Le jingle. C'est bien. Vous avez changé quand même la façon de dire les choses. Non, hein. on n'a rien changé du tout, c'est toi qui es dans ton téléphone. Donc maintenant, on va attaquer la rubrique. Parce que Sénat va nous parler d'un truc qu'il est bien à lire, Lady Snowblood. Voilà, j'ai beaucoup hésité, hein. Ça a été difficile de choisir... Je confirme. Parmi mes titres préférés, j'ai dû changer d'avis 5 fois, mais je n'ai fait qu'une édition officielle. Donc du coup, je pense que vous connaissez ce titre des éditions Kana. Collection Sensei. Pas du tout, explique-nous. Je vais vous parler de ça tout de suite. Donc là, on est dans les années 1870. On est en pleine création d'une armée puissante au Japon qui veut asseoir sa force. Donc pour ce faire, ils envoient des recruteurs habillés en blanc dans les villages afin de réquisitionner tous les hommes valides et aptes à la guerre. Bon, c'est dans ce contexte que Sayo perd son fils et son époux et qu'elle finit emprisonnée. Donc dans un esprit de vengeance, elle décide de mettre au monde un enfant qui pourra la venger, mais elle meurt en accouchant d'une petite fille, Yuki. Yuki sera donc éduquée par un grand maître du sabre et elle deviendra une redoutable tueuse à gages. Donc voilà, Lady Snowblood, c'est l'histoire de cette femme en fait, qui va se consacrer à la vengeance de sa mère. Donc là, on est en ce qui me concerne. Pour moi, on est sur un chef-d'œuvre parce que j'adore Monsieur Kazuo Kamimura. Je suis une grande fan. Et en plus, il est de concert avec Kazuo Koike, donc scénariste sur ce titre. Kazuo Koike, c'est The Lone Wolf and the Cub, pour ceux qui le situent pas. Souvent, on compare ce titre, on dit que Quentin Tarantino s'en est inspiré pour Kill Bill. Peut-être qu'il s'est... Clairement. Voilà. Mais c'est pas la première adaptation filmique de Lady Snowblood, puisqu'il y avait déjà eu des films qui dataient des années début 90, en 91 ou 92, il y avait déjà eu une adaptation directe, et puis même cette légende en elle-même, elle a déjà couru, elle a déjà été adaptée au cinéma avant. Tout à fait. Donc voilà pour le résumé. Moi, j'aime ce titre. Bon, déjà, je l'ai dit parce que je suis fan de Monsieur Kazuo Kamimura. Son trait qui est fin, qui suggère toujours plus qu'il ne montre. Ces découpages un peu photographiques, ça c'est quelque chose qui me plaît, qui me transperce à chaque lecture. Et en ce qui concerne l'histoire, je trouve que Lady Snowblood est cette parfaite adaptation entre l'émancipation de la femme. Là, on est quand même sur une femme qui va se consacrer à venger sa mère, mais qui va aussi prouver que elle peut s'émanciper des hommes, qu'elle n'aura pas besoin d'être sous leur joug. Et dans cette optique, elle va même en arriver à utiliser son sexe, pour parvenir à ses fins. Et si je dis pas de bêtises, Kamimura, c'est l'un des premiers auteurs japonais à avoir mis des femmes au centre de ses histoires. Alors, souvent, oui, tu regardes Marie, tu regardes le fleuve Shinano, la femme est souvent mise en avant dans ses œuvres. Donc on a vraiment là le portrait d'une femme forte quand même, implacable, froide. Moi je trouve que ces œuvres sont d'une beauté qui à chaque fois me transporte. Et Lady Snowblood, je crois que c'est mon préféré quand même, parce que c'est déjà il y a du sabre. On peut pas y échapper. Moi j'aime quand il y a du sabre, et c'est pas long, c'est 3 tomes, ça se laisse lire, ça se lit très vite, et tout ce qui est les symboliques aussi glissés dans cette œuvre, puisque on est quand même sur un glissement,
justement parce qu'on est dans des années au Japon où le moderne va doucement partir et le moderne va doucement arriver pour faire place à tout ce qui sera l'ère d'Edo. On va arriver sur l'ère d'Edo. Donc moi, si on... Non, on arrive sur l'ère Meiji, puisqu'on est en 1860, on quitte l'ère Edo. On quitte l'ère Edo à cette époque-là ? Tout à fait. C'est à partir de 1863 avec la révolte de Satsuma. Autant pour moi, merci pour cette précision. Merci professeur. Petite précision historique. Donc voilà, c'est moi ma lecture que je vous conseille pour cet été. C'est vrai qu'il y a de la neige, ça fait pas très soleil, mais ça en vaut le déplacement, ça en vaut le détour, ça en vaut vraiment la peine. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. Voilà. Enfin, je sais pas, puisque... Ouais, non, ça rafraîchit parce que ceux qu'elles tuent sont morts. Ils sont froids, refroidis. Ils sont raides alors. Voilà. Ils sont froids comme la glace. Ils sont froids comme la glace. Donc oui, si on veut, ça rafraîchit. Moi, j'adore ce titre. Le dessin de Monsieur Kazuo Kamura fait toujours son travail. Donc je vous le conseille vivement. D'accord. Donc ça, c'est l'édition en 3 tomes à 12,70€ le tome. Voilà, et en plus, bonne nouvelle, il y aura une édition chez l'éditeur en intégrale, prévue pour le 25 août, au prix de 29,90. Donc voilà. Pour ceux qui veulent s'y mettre d'un seul coup, foncez, ça en vaut la peine. Ok, très bien. Donc on passe à moi en fait, puisque je vais attaquer The Rising of the Shield Hero. Donc j'en ai déjà parlé précédemment sur des raccourcis, on va dire des petits survols. Et là, j'aimerais donner un peu plus de longitude, enfin en tout cas de largesse à cette série, parce qu'elle est vraiment exceptionnellement bonne de mon point de vue. Alors l'idée principale, c'est un jeune homme qui est dans une bibliothèque, c'est contemporain, il est en train de bouquiner un bouquin de RPG, et puis il tourne les pages, et puis il trouve ça super chiant, et à force de tourner les pages, il commence à basculer dans le bouquin, entre guillemets, il perd conscience, et là il se retrouve à la cour du roi. Et là, il est devant un roi qui fait un discours dithyrambique. Vous, jeunes héros, vous allez défendre le royaume des monstres et des autres dangers. Et en regardant autour de lui, il s'aperçoit que effectivement, c'est un milieu médiéval, mais il y a 3 mecs qui sont habillés comme lui. Donc il dit là, je suis pas tout seul. Je suis certainement tombé dans un jeu vidéo. Donc déjà, le gars, il est tombé. Il est assez pragmatique dans sa tête. Et donc le roi va donner les armes à chacun. Donc en premier la lance, le second l'épée, et le troisième la lance, et quatrième, lui, il va avoir le bouclier. Évidemment, les 3 autres le regardent en disant le loser, il a le bouclier, il sert à rien. Là-dessus, le roi donne argent et ordre à ses héros d'aller en ville et protéger la veuve et l'orphelin et de former des équipes et tout ci, tout ça. Là-dessus, notre quatrième ami et surtout couillon, n'ayant trouvé personne pour qui l'accompagner, a fait quand même équipe avec une jeune femme qui, elle, a l'air plus intéressée par l'argent qu'il a que par lui-même. Mais ça, on le saura après. Et ils vont tous les deux à l'auberge se reposer. Le lendemain, lui se réveille, il cherche son argent qui a disparu, et donc sa coéquipière qui a aussi disparu, il se dit mon Dieu, on l'a enlevé, mon argent a été volé. Donc il va à la cour du roi, et puis là il demande au roi excusez-moi, votre seigneurie, on m'a volé mon argent et mon équipière a disparu. Et là à ce moment-là, le roi, complètement furieux, lui dit mais t'as pas honte de revenir et tout. Il comprend pas, et puis là la jeune fille arrive en disant l'enfoiré, il a essayé de me violer hier soir, comment ça. Donc là le roi, ni une ni deux, il fait tabasser et dit tu es répudié, sale héros, tu n'es pas un vrai héros, tu es un faux héros. Et le gars s'enfuit la queue entre les jambes en jurant qu'il se vengerait d'une certaine façon ou d'une autre, on ne sait pas encore laquelle. Mais quand même, il reste assez héroïque dans sa tête, et lui essaye de remplir sa mission, mais en étant super aigri. Donc en fait, il va faire plein de choses pas très héroïques déjà de base, parce que en fait, le problème, c'est que ce garçon a un bouclier qui lui permet de se défendre et pas d'attaquer. Et il comprend la difficulté de pouvoir se défendre si on ne peut pas attaquer. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que comme personne ne veut faire équipe avec lui, comme il est considéré comme un voleur et un violeur, il n'hésite pas, il achète une esclave. Voilà, donc lui direct pour former son duo. Donc voilà, donc on a le début de l'histoire, je vous donne pas la suite tout. Et alors pourquoi ? Parce que en fait, tout va tourner autour du caractère du personnage qui est super sombre et aigri à cause de ce qu'on lui a fait, parce que comme dirait l'autre, on lui a fait à l'envers, alors que lui il était parti sur de bonnes bases en disant oui, je vais aider la veuve et l'orphelin, je vais être propre, honnête, et je vais faire comme n'importe quel héros comme il se doit. Mais là pas du tout. Évidemment les autres héros vont pas forcément le tirer vers le haut non plus, ils vont un peu le rabaisser, et ça il va leur en vouloir encore plus qu'il n'aurait dû. Donc le titre est vachement bien foutu, il est bien équilibré, il y a des bons rebondissements, c'est pas écrit avec tout
tout n'est pas cousu de fil blanc, justement. Juste le dernier volume sorti, le tome 7, qui nous amène à une situation où on dit c'était évident. Mais en fait, je pense que le 8e nous amènera sur une autre évidence. Donc, graphiquement, c'est super propre, c'est clair, c'est toujours bien détaillé. Les cadrages sont plutôt larges et font penser un peu à des séquences cinéma. Le découpage lui-même, il est bien rythmé, les dialogues se tiennent. Non, on a là Doki Doki a acheté un titre qui tient bien la route pour le genre que c'est, puisque la tendance actuellement c'est mêler fantasy et monde contemporain, et puis là on s'y retrouve plutôt très bien. Et écoutez, on est déjà à 7 volumes, je vous encourage vivement à aller lire ce titre parce qu'à la base c'est un roman, et le succès est tellement là qu'il va avoir le droit à une version animée pour cet été. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir déjà en bouquin parce qu'il sera beaucoup plus avancé que ce qui sera diffusé. Au pire, regardez en animé, ça vous donnera une idée en style marchepied pour pouvoir vous orienter vers la lecture. Donc voilà, c'est The Rising of Shield Hero chez Doki Doki, ça vaut 7,50€ et on est déjà à 7 tomes et il y en a 8e en cours. Et puis on va passer directement à Monsieur Culot qui va nous servir un peu de sombritude avec Ushijima, l'usurier de l'ombre. Oui, alors je vais vous parler de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Donc en fait, les usuriers au Japon, qu'on appelle aussi les yamikin, sont à différencier des yakuza, ce sont des gens qui prêtent de l'argent, ce sont des prêteurs sur gage. Disons qu'ils vont, vous allez venir les voir pour avoir des crédits, souvent à la consommation, ou pour répondre à une addiction que vous avez, notamment des femmes qui viennent, ou des hommes, qui viennent pour récolter de l'argent, histoire de pouvoir jouer au pachinko. Et Ushijima va leur prêter cet argent en leur demandant bien sûr un intérêt de 50% au bout de 10 jours. En tout cas, c'est sa méthode à lui. Et c'est quelque chose d'assez sombre qui a été fait par Shohei Manabe. Alors, qui n'est pas un petit Mickey, puisque il a commencé Ushijima en 2004, alors qu'il avait commencé sa carrière en 93, si je dis pas de bêtises, avec Smuggler. Et Smuggler, qui déjà était un titre assez sombre, et qui parlait un petit peu des métiers de l'ombre, encore et toujours. C'est quelqu'un qui est très marqué, en tout cas, par cette idée sociale de parler du Japon méconnu, et du Japon un peu sale, puisque, par exemple, dans Smuggler, il parlait des gens qui nettoyaient les scènes de crime. Et c'est assez glauque aussi, c'est assez sale, mais en fait c'est très propre. Et c'est un cleaner, c'est normal. Voilà, c'est bien son boulot. Et donc dans Ushijima, nous allons suivre les aventures trépidantes d'un yamikin. Alors, au niveau de la construction narrative, vous allez avoir des petites histoires courtes qui vont se succéder. Des fois en plusieurs parties, des fois en un seul chapitre. Et celles-ci vont égrener des personnages qui vont venir se rajouter autour de Ushijima, qui vont disparaître, tantôt tués, tantôt qui vont revenir, ou tantôt qui vont survivre. Et au-delà de ça, vous allez avoir un fil rouge qui va être un petit peu comment Ushijima va essayer de se développer, de survivre dans ce monde, et en même temps, vous allez avoir une description du Japon assez sombre, assez. Je vous préviens tout de suite, c'est quand même un titre à pas mettre entre toutes les mains. Même les gens qui sont habitués à lire du seinen, c'est quand même très très glauque. Ça veut quand même raconter des histoires humaines tragiques. Pour vous donner un ordre d'idée, une femme, juste pour vous donner un ordre d'idée. Une histoire qui va parler d'une femme qui a besoin de paraître toujours la plus intéressante, la plus belle pour vivre, puisqu'en fait dans les sociétés japonaises il faut toujours être le mieux possible, le présenter le mieux, au-delà du travail que l'on effectue dans les entreprises. Et pour ce faire, elle va prendre des crédits à la consommation pour avoir en permanence les derniers habits à la mode. Et au bout d'un moment, elle va être à court d'argent, demander à Ushijima, et il va la plumer jusqu'au bout. Faut dire ce qui est. Au propre au figuré. Au propre et au figuré, puisqu'à la fin, elle n'aura plus que la peau sur les os, elle sera addicte à la drogue et elle finira très 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 mal. Dans un bordel glauque. Voilà. Mais pas le bordel plutôt classieux où tu viens. Non, celui où on t'envoie chez le client. Voilà. Ah oui, dans tous les sens du terme. Oui.
Donc voilà. Mais hormis ces petits détails des plus joyeux. Ouais, je veux dire, je cherchais un mot assez propre, enfin ragoûtant. Le titre est vraiment d'une puissance assez folle. Au niveau du dessin, c'est somptueux. Manabe est au scénario et au dessin. Du coup, il y a Pourquoi tu le trouves somptueux, le dessin ? Je le trouve parce qu'il est extrêmement réaliste. Alors, des fois, les visages sont un peu exagérés dans leurs expressions, mais ça rajoute à l'horreur de ce qu'ils vivent et ça reste quand même ultra réaliste. Pour donner un ordre d'idée, je le compare assez facilement au dessin d'Ikegami. Ça colle à l'ambiance, quoi. Enfin. Ouais, ça colle totalement à l'ambiance. L'esthétique, elle est pas du tout ratée. Et au niveau de l'écriture, c'est absolument somptueux. Les retournements de situation, ils sont géniaux. Et plus on avance dans la série, plus on descend petit à petit dans le glauque et dans l'angoissant presque. Et surtout, on va voir les différentes strates qu'il y a dans le monde de l'ombre, dans le monde de derrière du Japon. Voilà, c'est un titre que malgré son manque de joyeuseté et de pump it up de l'été, c'est un titre que je vous conseille énormément. Aujourd'hui, il y a 34 tomes qui sont sortis. Le 34e est sorti il y a à peine un mois, si je dis pas de bêtises. Normalement, ça se termine vers 40 tomes. Ça s'est terminé l'année dernière, si je dis pas de bêtises, au Japon. Du coup, on a un petit décalage. Et si jamais le titre vous plaît énormément, je vous enjoins aussi à continuer l'expérience via les dramas qui ont été gérés par l'auteur, qui ont été réalisés par l'auteur lui-même. Et il y en a 3 actuellement qui peuvent être aussi intéressants, histoire de se plonger un peu plus dans l'univers des Yamikin. Et du glauque. Et du glauque. Et des bas-fonds. Et faut finir en PLS. Ouais, en PLS, ouais. Donc, Ushijima, l'usurier de l'ombre, aux éditions Kana, 7,45€ le volume. Et là, c'est le père James Kuhn qui va nous enchaîner ça avec la version Total Destroy de Il était une fois la vie. Ah bah tu me piques ce que j'allais dire là. C'est fait exprès, vas-y continue. Donc voilà, moi je vais vous présenter les brigades immunitaires. Donc pour l'instant vous avez qu'un seul volume, c'est sorti en 2017, il y a quoi ? Il y a un mois ? Un mois. Ouais, un mois, c'est ça. C'est chez Pika Édition, c'est du shonen, ça vaut 6,95. Et c'est dessiné et écrit par Shimizu Akane. Alors comme l'a dit... comme l'a dit Cobb, pardon, c'est Il était une fois la vie, en mode Total Destroy, shonen assez bourrin. Donc je disais un shonen assez bourrin et... Il faut que tu sois en face du micro. Parle plus près du micro. Parler plus près du micro. Donc je disais un shonen ultra bourrin, super drôle, qui est vraiment bien dessiné. Alors pour l'histoire, en fait, on va suivre un globule rouge extrêmement maladroit et un globule blanc assoiffé de sang, en fait. Parce que, comme je disais, c'est comme il était une fois la vie, c'est-à-dire que tous les organismes présents dans notre corps sont représentés un peu comme la société humaine. Donc chacun a ses fonctions. Donc au début, on nous explique à quoi sert un globule blanc, à quoi sert un globule rouge. Et ensuite, c'est chapitré. À chaque fois, vous avez une espèce de petite intrusion, on va dire, qui s'opère dans le corps humain. Il y en a une qui est exceptionnelle, c'est avec la grippe. Du coup, il y a plein de petits zombies qui vont affecter d'autres organismes et ça nous explique un peu comment fonctionne la grippe. Et là, vous avez 2-3 références à d'autres mangas qui sont bien placés, des références jojoesques, cross, Octonoken. Et voilà, on nous explique à quoi va servir notamment certaines micro-organismes comme le lymphocyte T, le T-killer, voilà. Donc c'est un manga. Ça fait un peu Resident Evil ton truc. Ouais, un petit peu, mais en fait ceux qui sont les micro-organismes qui sont là pour passer à l'offensive, en fait c'est pas des rigolos, ils font vraiment très très peur, surtout le globule blanc. Oui, c'est un tueur psychopathe en fait. Exactement, un tueur psychopathe armé d'un couteau militaire. Enfin, j'ai pas la référence exacte du couteau, mais c'est un couteau. Resident Evil. Les globules blancs soient des psychopathes, moi aussi. Bah c'est marrant, parce que dans Ils étaient une fois la vie, c'était un peu trop super gentil. Ouais. Il y a des représentations apocalyptiques, le pollen des cyprès. Les virus avaient quand même la tête de Sarkozy dans la Ils étaient une fois la vie. Attends, moi il m'a traumatisé le petit maigrichon de 50 cm là. Ouais, hein. Mais là, les virus et autres font assez peur aussi. Il y en a qui ressemblent étrangement au Chimera, enfin au roi des Chimérantes. Tu trouves? Un petit peu quand même. Toi aussi? Ouais, un petit peu, je trouve aussi. Bon, il a pas son charisme et sa force, mais... Ouais, mais il fout bien le bordel quand même. Hein.
Un petit peu. Ouais. Non, le titre est fun. Un petit peu. Non, c'est très bien. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul volume. Vous en avez 5 au Japon actuellement. Donc voilà, vivement la suite. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le bouquin, c'est que c'est bien expliqué. C'est-à-dire qu'on peut retirer le côté délire. C'est très ludique. Mais c'est très intéressant en termes d'éducation. Il y a toujours des notes de bas de page nous expliquant, tel micro-organisme sert à ça. À un moment, le globule rouge doit conduire de l'air. C'est très marrant, c'est fait. On a l'impression que c'est une petite livreuse Amazon qui doit aller livrer un peu d'air aux poumons. Et non, du coup, on nous explique tout le cheminement, où elle est, où elle va, pourquoi elle le fait et pourquoi elle doit le faire. Non, c'est super intéressant et ça peut être lu de 7 à 77 ans, qu'on lise du manga ou pas. C'est ça la force du titre. Ouais, moi je trouve qu'on peut le mettre dans toutes les mains. Alors, ça peut être rigolo et en même temps c'est très instructif. Donc ça c'est une bonne découverte chez Pika Édition. Donc c'est un shonen et qui vaut 6,95 et donc on a un tome sur 4 puisque un tome publié en France, 4 en cours au Japon. Le prochain en août. En août, donc faut pas le louper. On va enchaîner directement avec qui d'ailleurs c'est avec Monsieur Culot qui va nous parler de quelque chose qui n'est pas commun. Ah non, je viens toujours avec les trucs un peu sortis des sentiers battus, mais il y en a encore en réserve quand on voit le conducteur. Donc moi je vais vous parler d'un auteur que j'aime énormément, qui s'appelle Daisuke Igarashi, qui avait fait plusieurs titres qui s'étaient illustrés chez Casterman, notamment début des années 2000, avec en collection Saka avec Sorcière et Hanashi Panashi, qui veut dire patati patata. Donc en fait c'est un spécialiste de l'histoire courte, de la nouvelle. Et au travers de ces histoires courtes, à chaque fois, quand vous lisez, par exemple, vous lisez Sorcière qui est en 2 tomes, ou Hanashi Panashi qui est aussi en 2 tomes, vous avez un recueil d'histoires courtes qui ensuite vous crée un petit monde complet, sa vision du monde d'un sujet. Dans Hanashi Panashi, c'est les potins de vacances et dans Sorcière, c'est justement sa vision qu'il a des différentes pratiques magiques au gré du monde, autour du monde, pardon. Et dans le titre, mais tout ceci n'est pas le titre que je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Saru. Alors Saru, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se met dans la droite lignée de Sorcière, puisqu'il va parler de magie, c'est du fantastique. Nous sommes dans notre monde contemporain. Il va s'amuser quand même à faire des références à différents petits événements qu'il y a eu, notamment ceux qui sont adeptes de tout ce qui est un peu histoire autour du paranormal et des extraterrestres. Vous avez déjà entendu parler de Tombuska en 1908, où il y avait potentiellement une météorite qui était tombée en plein milieu de la Russie et qui avait fait l'équivalent d'une explosion nucléaire 3 fois plus puissante que Hiroshima, et où on n'a toujours pas d'explication définitive sur cet événement. Il va donner une explication. Oui, X-Files n'est pas loin. D'ailleurs, il y a plein de trucs. Enfin, bref. Des références. Oui. Salut les copains. Salut les copains. Et du coup, Igarashi va donc s'amuser avec toutes ces références, notamment avec un autre événement qui date de 1660 en Chine, où il y a eu une grosse explosion en plein milieu de la cité interdite, qui avait fait quand même date à l'époque, suffisamment pour être relaté par plein d'historiens. Enfin, bref, je vais pas m'épancher là-dessus, mais disons que où veut en venir Igarashi dans cette histoire, qui est un gros pavé de 450 pages, un one-shot. Ouais, quand on a parlé que tu as des histoires courtes, je dis là il a pas fait. Alors justement, ce qui est très drôle, c'est quand tu lis du Igarashi et que tu lis ça, tu te rends compte qu'en fait c'est vraiment une concentration de toute sa façon d'écrire. En fait, c'est-à-dire qu'habituellement il est plutôt à faire des petites histoires courtes qui vont créer plus ou moins un grand ruban rouge, un fil rouge qui va nous faire une grande histoire. Et là, en fait, ça va parler d'un esprit, celui qu'on relate différemment habituellement dans les légendes et dans les mangas, puisqu'il va s'amuser avec le mythe de Son Goku. Donc le mythe chinois que on a revu dans Dragon Ball, mais aussi dans Sayuki. Je suis un grand fan de Sayuki, coucou les gens, pardon. Bref. Et du coup, il va l'utiliser ce coup-ci en exploitant toutes les connaissances qu'il a sur l'occulte, puisqu'il parle énormément des pratiques magiques, et c'est un truc qui le travaille, je ne sais pas pourquoi, et c'est très plaisant parce qu'il a une façon d'en parler qui prête à la rêverie, et il va utiliser ça, remanier un petit peu le mythe de Son Goku et en faire une sorte d'esprit qui aurait été partagé en plusieurs corps, avec une légende qui va créer et une fin du monde amenée par en recoupant avec les prophéties de Nostradamus. Petit point fort du titre, son dessin qui est
un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui prête à la rêverie autant que les histoires, et c'est là où Igarashi est très très fort. C'est un trait qui est assez tremblotant, qui est très très loin de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de canon stylistique japonais, dans le sens où on va être en face de dessins qui sont plus proches d'un rapport occidental au dessin et au découpage. De plus, la force de Igarashi, c'est aussi sa narration. Celle-ci est très... en fait, si vous voulez, c'est une fuite en avant perpétuelle sur ce titre. C'est-à-dire pendant 450 pages, vous allez avoir une fuite en avant qui va se résoudre dans les 30 dernières pages. C'est assez magique. Et si vous avez pu lire du Igarashi avant, gardez bien en tête cette idée de petites histoires courtes qui vont former un grand tout. Et ça, je ne peux pas vous révéler, parce que ça va être sur toute la fin du titre, ça va être un petit peu l'idée du truc, mais ça a une grande importance pour lui, et c'est ce qu'il a réutilisé, mais revu et corrigé à la version longue dans ce titre. Donc c'est vraiment un titre à lire. En plus, petit détail supplémentaire, ça se passe en France. Et ouais. Cocorico. Et ouais, et il va détruire Angoulême. Et ouais. James Coon se termine. Oh, le cri du cœur. Et du coup, ce petit bijou a été édité par Sarbacane il y a déjà quelques années. Il est relativement méconnu, même s'il a eu un certain succès. Vous en avez pour 450 pages, en tout cas pour moi, de pur bonheur, et j'espère pour vous, si vous lancez dans la lecture de celui-ci. Il est à 17,90 € et vraiment c'est un petit bijou foncé. Ouais, c'est vrai, mais il vaut le coup. Ouais, ça se lit bien sur la plage. Ouais. Ouais, ça cale bien la tête. En plus, c'est du tsunami, il y a de la pluie, tout ça, c'est génial, ça rafraîchit. Bah, c'est formidable tout ça. Bon, bah écoute, j'espère que les gens iront jeter un œil devant ce titre atypique. Et ben, on va enchaîner aussi avec James Coon sur Kasane, la voleuse de visage chez Kyun. Yes, Kasane, la voleuse de visage. Bon, on est dans un thème rafraîchissant. Alors moi, je vais vous proposer quelques sueurs froides en fait, avec ce titre assez, comment dire, qui fait un peu conte moderne. Très noir, très sombre en fait. Parce que c'est une histoire qui est dessinée et écrite par Matsura Daruma. C'est un seinen, c'est chez Kyun. Il y a 9 tomes en France pour l'instant. Je vous recommande de vous jeter dessus. Donc de quoi ça parle ? En fait, vous avez une jeune fille, Kasane, qui est une espèce de Cendrillon inversé, c'est-à-dire qu'elle est orpheline, sa mère est morte, elle vit chez sa tante qui l'élève juste parce que voilà, elle lui rapporte des sous. Bon. Kasane, son petit truc en fait, c'est qu'elle est née extrêmement moche, elle est laide, voilà, du coup, du fait qu'elle soit laide, elle se fait bisuter à l'école, elle complexe à mort sur sa laideur en fait, et voilà, elle a qu'un seul rêve en fait, c'est de marcher sur les traces de sa mère en fait. C'est-à-dire, sa mère était une grande actrice de théâtre et elle aimerait fouler les planches pour elle aussi jouer la comédie. Et magnifique qui plus est. Sa mère était l'actrice Tsukiyo Fuchi, voilà son nom de scène. Et du coup, elle a hérité de son talent, pas de sa beauté en apparence. Donc voilà, elle veut monter sur scène, mais le fait qu'elle soit moche, ça la bride. Et un jour en fait, on va se souvenir d'une phrase de sa mère qui lui avait dit si tu te sens mal et si tu désires quelque chose, rappelle-toi de ce que j'ai offert. Et ce que sa mère lui avait offert, c'était un rouge à lèvres. Et en fait, quand elle s'applique ce rouge à lèvres, qu'elle embrasse quelqu'un, elle a la faculté de lui emprunter, enfin de lui voler, de subtiliser son visage. Et sa beauté. Bah oui, elle va bien choisir ses cibles. Et donc sans trop vous spoiler les premiers chapitres, elle va utiliser cette compétence entre guillemets sur une de ses camarades de classe pour pouvoir jouer et avoir le premier rôle. Et il va se passer ce qui va se passer. Le personnage à qui elle a emprunté son visage va lui arriver une petite catastrophe. Et du coup, ça va la traumatiser, mais ça va aussi lui donner une volonté, c'est-à-dire de, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, quitte à se salir les mains et à pactiser avec le diable, elle va vouloir regoûter au plaisir de jouer sur scène, parce qu'elle ne vit que pour ça. Et elle ne va chercher à vivre que pour ça. De jouer sur scène et d'être adulée aussi, d'être applaudi. D'être adulée, d'être surtout regardée d'être pour sa beauté. Pour son talent, mais aussi pour sa beauté. Qu'elle emprunte. Donc voilà, vous avez
un conte macabre, on peut dire. Précisons que le conte a plus de 400 ans, qu'à l'origine il était utilisé dans le théâtre No et qu'ensuite il a été adapté sous plusieurs formes. De quoi parles-tu ? De Cassanet, la voleuse de visage, qui est vraiment à l'origine une pièce de théâtre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de références au théâtre aussi dans cette version. J'ai une autre vision de toi aujourd'hui. T'es Quoi ? calé en date, je suis impressionné. Il va passer pour question pour un morpion et c'est formidable. Non, et puis c'est aussi adapté d'un roman, Isana, il y a un roman, la voleuse de Isana, visage chez Lumen. C'est ça. Voilà, donc il y a aussi la base roman, enfin en tout cas peut-être roman ou light novel. Il y a un gros passif sur la série, ouais. effectivement. Bon bah c'est très bien tout ça, ça donne envie de le lire. Donc on va passer à la suite, et la suite c'est moi avec Street Fighting 4 chez Doki Doki. Alors c'est un manga de chats, mais les chats ne se laissent pas faire. Voilà, en référence à Sailor Moon. Et donc qu'est-ce que c'est quoi donc Street Fighting 4 ? Bah ce sont des yakuza, mais des yakuza félins. Donc l'idée c'est que Hige et son ami d'enfance montent à la capitale pour se faire un nom, conquérir des territoires. Et ils en reviennent très vite puisqu'ils ne voient que déception et trahison, en tout cas entre eux. Et voilà, Hige va finir comme un simple faire-valoir, le mec qui passe la serpillière, en gros celui-là à qui on file toutes les tâches de merde, hein. Et son ami lui va monter en hiérarchie. Donc ils vont plus du tout se parler, et puis quand ils se croiseront, lui il baissera la tête. Donc là-dessus, Hige se sent un peu inutile, et même à un moment donné tente de se jeter du toit d'un immeuble pour dire bon ça suffit, ma vie de chat est un peu merdique, je veux en finir. Bon, il le fait pas, il entend une fois, ça le rappelle, ça lui fait peur, et en fin de compte il se dit j'ai même pas le courage de me suicider, donc je vais continuer à vivre même si c'est pourri. Et à un moment donné, il va tomber sur un gros matou qui lui, il a pas grand chose à faire. Il s'en fout des territoires, il s'en fout des responsabilités. Lui, il veut de la bouffe. Et il va emmener Hige dans sa facilité à avancer dans la vie, à défoncer d'autres chats pour obtenir ce qu'il veut. Donc on a là un personnage haut en couleur qui ne vit que pour son propre plaisir, et qui ne se rend pas compte que le pauvre Hige lui tremble dans ses petites papates, parce que pour lui la vie est un perpétuel combat juste pour vivre au jour le jour. C'est une vraie catastrophe, ce garçon. Et grâce à ça, on va découvrir d'autres clans de chats qui ont réussi à tenir les quartiers. Il y en a un qui tient un quartier avec les bons restaurants, l'autre les boulangeries, le côté sucré. Donc on tombe sur des vrais yakuza. Il n'y a pas d'autre mot, hein, et qui savent aussi se faire passer pour des chats standards, puisqu'à un moment donné, il y a un chat en particulier qui a commis une faute, donc un des groupes le tabasse, mais vraiment pas gentiment, et on a deux jeunes femmes qui rentrent chez elles, et d'un coup, il y en a un qui fait « Attention, des humaines !» Donc, et là, il dit « Pose câlin !» Donc ils se jettent tous sur la victime en mode miaou, on va faire des câlinous et tout. Et là, la nana qui passe devant fait oh, ils sont trop mignons. Elle en prend un. Alors celui qui prend, en fait, c'est le chef du clan qui la regarde du genre lâche-moi humaine, mais vraiment genre tu me gonfles. Et elle fait oh on n'a pas trop de temps de traîner et tout. Elle le repose, et quand elle s'éloigne, l'autre fait bon on continue. Donc l'autre se fait défoncer. Donc voilà. Donc c'est un manga qui tourne autour des chats, mais surtout des clans, et vous mettez ça dans un contexte de yakuza. Et le truc qui est génial, c'est que ça pourrait s'apparenter à un film de Kitano. Ça peut être Aniki ou un Scarface, voilà, ou Les Affranchis, si on va dans le délire. Neko Scarface. Voilà, Neko Scarface. Et la nuit, tous les chats sont gris. C'est pas vrai. La preuve. Ils sont surtout très aigris. Donc voilà, c'est un titre que je vous recommande chaudement, qui n'est pas très long, qui est en 4 tomes terminés, actuellement 2 qui sont sortis. Un titre assez étrange, mais pas dans le mauvais sens, justement, parce que des bouquins sur les chats, on en a des kilos depuis des années. Hein. On a Chi, on a Miaou, voilà, on a cela, et puis tous les trucs d'animaux en général qui sont toujours mignons. Sauf que là, on a des chats qui ne le sont pas du tout. Là, ça s'adresse à un public adulte, mature, qui a une certaine, on va dire, culture cinématographique vis-à-vis de la mafia, des yakuza, qui aiment les ambiances noires, sombres. Donc, et puis sans oublier quand même le côté humoristique, parce qu'il y a pas mal de phases rigolotes dedans, mais justement c'est un peu pour on va dire
un peu modérer l'ambiance, parce que sinon ça serait que sombre. Et c'est surtout du comique de situation, Oui. c'est pas du comique de dialogue avec des blagues pipi caca prout, Dans le quoi. tome 2, il y en a un qui se fait exécuter quasiment, hein, puisqu'il est pendu, mais la phase, enfin sa tronche est juste pas possible, quoi. On sent ses yeux sortent de sa tête, littéralement. Non, la scène est très drôle. Après, ce qui lui arrive, on verra si c'est drôle ou pas, mais ça c'est autre chose. Mais je vous enjoins vraiment à vous plonger dans cette lecture parce que c'est super efficace et ça se relit facilement. Donc là, SP Nakatema, l'auteur qui est aussi le dessinateur, a réussi à nous donner le jus d'une ambiance de yak en même temps avec un fond humoristique qui n'est pas du tout désagréable, et c'est une grosse surprise que ce titre soit chez Doki Doki, qui nous avait pas spécialement habitué à ce genre what the fuck qui est plutôt habituel de chez Akata. Et pour une fois, allez-y, c'est du bon, c'est du lourd et c'est du pas très long. Donc c'est 7,50€ chaque tome et c'est du seinen et c'est chez Doki Doki. Et nous allons avoir la dernière chronique faite par Sénat et sur Wet Moon. Oui, je vais boucler la boucle donc. Wet Moon est en seinen de Maître Atsushi Kaneko, encore un auteur que j'aime beaucoup. Donc il est publié chez Casterman dans la collection Saka. Donc là, on a un jeune inspecteur, Sata, qui est plutôt zélé et qui est à la recherche de Kiwako Komomiya, qui est suspecte dans une affaire dont il a la charge. Donc pendant la poursuite de celle-ci, l'inspecteur se retrouve à l'hôpital et à la sortie, tout ce qu'il a, c'est une cicatrice et un morceau de métal dans la tête. Et suite à ça, il se retrouve pris de violents maux de tête et de perte de mémoire. Et une obsession, une seule, retrouver à tout prix Kiwako. Et des hallucinations aussi. Des hallucinations. J'ai pas dit hallucinations. Non, t'as pas dit hallucinations, voyons. C'est le morceau de métal que t'as dans la tête. C'est très important. Mais c'est vrai, il faut bien le souligner parce que les hallucinations sont très très importantes dans le scénario, parce qu'il va jouer Monsieur Kaneko avec son univers toujours un peu frappé, un peu. Mais ça, j'y reviens tout de suite. Donc, justement, on est dans un univers réaliste, mais sordide quand même, un gros puzzle géant, où Monsieur Kaneko a toujours une palette de personnages hauts en couleur. Et là, dans ce titre, je trouve que chacun des personnages, justement, reflète en des mots de la société dans l'histoire, la corruption, etc. Et il est toujours dans ce jeu de noir et blanc un peu cinématographique, sauf que là, il va rajouter une couleur, le rouge, qui elle aussi va avoir son importance dans l'histoire. Et il a toujours ce style, cette narration un peu surréaliste. Et on parlait des hallucinations, c'est important parce qu'au moment, on ne sait plus. On ne sait plus quand on est dans le réel, on ne sait plus quand on est dans les hallucinations. C'est là la force du bouquin. C'est là la force de Monsieur Kaneko, de toute façon. Ouais. Parfois, on se demande s'il a pris des champignons. Parfois, tu te demandes si toi, tu ne devrais pas prendre des champignons pour lire le bouquin. Non, il est très sain d'esprit. Tu trouves ? Je trouve. C'est très gentil. Mais moi, c'est ce que j'apprécie. Enfin, quand tu as lu Soil et que tu reviens sur Wet Moon, tu te dis, mais monsieur, mais comment tu fais ? Ou quand tu lis Bambi, tout simplement. Ou quand tu lis Bambi, oui. Ou Desco, sur sa dernière œuvre. Quoique Desco, je le trouve bizarrement plus soft. Ah, il est posé. Il est posé quand même. Il est posé parce qu'il respecte énormément les codes fantastiques. Il joue un petit peu, mais ça va. On est sur du polar un peu revu à la sauce fantastique. Là, par contre, sur Wet Moon, c'est beaucoup plus délirant. On est sur du David Lynch. Oui, il joue beaucoup avec ça et l'univers c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe mental. C'est vraiment tu te perds toi-même dans l'œuvre. Enfin, quand tu la lis. Tu te retrouves à la place de Sato, en fait. Tu ne sais plus qui est quoi, tu ne sais plus si tu as une hallucination, tu reviens à la page 4 parce que tu t'es dit que tu as vu ça, mais tu n'as pas vu ça, donc tu reviens. C'est très prenant. Ça rappelle un peu Homonculus chez Tonkam. J'ai pas lu. Ouais. L'auteur, on sait jamais s'il le voit vraiment ou si. Mais à la fin, il te laisse dans le doute, dans Homonculus. Alors que là, par contre, je veux pas empiéter sur ta chronique, mais la fin de Wet Moon est très intéressante, au moins dans son concept. Au moins dans son concept. Donc de toute façon, les lecteurs, ceux qui ont déjà lu, connaissent, et ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de découvrir, je l'espère.
Je vais essayer d'articuler pour vous ce soir. Bon, enfin bref, en tout cas, White Moon est une œuvre qui ne peut pas vraiment s'expliquer en fait. Enfin, on ne peut pas la décrire totalement. C'est une intrigue digne de l'imaginaire de Kaneko, décalée, qui nous embarque quand même dans un chaos assez maîtrisé. Puisque comme dit, puisque la fin est assez... Si vous aimez le cinéma de David Lynch, foncez là-dedans, quoi. C'est exactement la même chose. Et si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas un lecteur de manga, bon là, je pense que les auditeurs le sont, mais si vous avez envie de conseiller un titre qui n'est pas à quelqu'un qui ne lit pas de manga, c'est un titre qui peut être très sympa. Sur les gens qui lisent beaucoup de comics, par exemple, au niveau du dessin, ça s'apparente énormément à du Charles Burns. Pour ceux qui aiment bien l'underground américain, ça peut être pas mal, histoire de faire un pont. De plus, au niveau des références cinématographiques et dans la construction, c'est très cinématographique et du coup, c'est très très agréable. Dans le découpage, dans les plans, c'est très, très cinématographique. Et puis, le trait de Monsieur Kaneko a toujours cette force, cette puissance. C'est gras, c'est net, c'est fort. Enfin, très contrasté. C'est très contrasté. C'est pas quelque chose qui rebute, au contraire, c'est quelque chose qui plonge dans son univers, ne serait-ce que 2 fois plus. Non, il a une vraie influence américaine, que ce soit musicale et cinématographique. C'est à lire, Et en plus, c'est terminé en 3 tomes. Et quand vous avez fini les 3 tomes, vous les relisez tout de suite parce que vous savez à quel moment il s'est foutu de votre trompine. C'est ça à la fin. Et ça ne coûte que 8,50€. Je dis que le tome. C'est des tomes assez conséquents, je tiens à préciser. Ils sont quand même assez gros. C'est pas du 3 tonnes, mais ça reste assez conséquent, ça se dévore et ça en vaut vraiment la peine. Oui. Donc ça y est, on a bouclé la rubrique, on a lu les lectures pour l'été, là, en gros. Et puis on va enquiller directement avec on a vu, mais tout de suite après le jingle. Donc c'est Monsieur Culot qui va nous causer de Gate au-delà de la porte, saison 1 chez Wakanim All the Anime pour l'éditeur physique. Et oui, alors je vais vous parler de Gate. Alors tout à l'heure on parlait un petit peu d'Heroic Fantasy avec Rising of the Shield Hero et donc de ce mélange un petit peu des genres, de cette réinvention de l'Heroic Fantasy en ce moment avec le mélange du contemporain qui va rencontrer l'Heroic Fantasy, et Gate est en plein dans cette mouvance puisque l'histoire, pour vous la faire courte, une porte Gate, va apparaître en plein milieu de Tokyo, et de cette porte va sortir une armée typée romaine avec une grande cavalerie, mais accompagnée aussi de quelques dragons. Là où on pourrait se dire qu'une armée avec des dragons peut arriver à nous faire des bons dégâts en plein milieu de Tokyo, finalement ils vont être pliés en moins de 45 minutes par la cavalerie nippone qui sont des tanks, et puis aussi par tout ce qui est aérien avec les Apaches et compagnie. Et à partir tranquille. La force armée d'autodéfense japonaise, elle rigole pas, elle a du matos. Ouais. Du coup, le Japon va commencer à se poser des questions sur cette porte, sur les gens qui viennent de cette porte, et vont décider que tout ce qui est au-delà de cette porte appartient au Japon, puisque la porte est sur le sol japonais. Logique. Non mais attends. Et à partir de là, ils vont très vite passer la porte. Et à partir de là, ils vont découvrir un monde d'Heroic Fantasy complet sur lequel ils vont avoir un avantage stratégique peu commun, puisque tout va commencer autour d'une bataille de la part de l'Empire qui va se réunir tout autour pour essayer de défoncer ses envahisseurs, et qui vont perdre 30 000 hommes en moins de 2 heures et demie. Ouais, en fait c'est un score de ping-pong. Hein. Ouais. C'est lance contre tank. Vois le truc. Donc, quelle est la force de cet animé ? Eh bien, déjà, c'est son histoire qui est extrêmement prenante, qui va tourner autour d'un personnage qui est un héros malgré lui, qui est un geek, un otak plutôt, dans la plus pure tradition, c'est-à-dire qui se lève uniquement pour les conventions, qui est toujours à chercher le gashapon collector ou le t-shirt collector, qui a lu pléthore de mangas et qui a joué à un nombre incalculable de jeux vidéo et qui va tout analyser comme s'il était dans un MMORPG. Et ce qui va lui permettre aussi de comprendre et de s'adapter assez facilement au nouveau monde, et qui va faire que petit à petit, ce petit bonhomme de rien du tout qui est un raté et un lâche de première bourre, malgré quelques hauts faits héroïques, va petit à petit grimper dans la vision extérieur, et ce qui va obliger le gouvernement japonais à l'utiliser comme figure de proue. Et c'est là où Gate est très très intelligent, c'est-à-dire qu'au-delà
de la porte. Donc au-delà de cet humour, non, je plaisante. Au-delà de, je vais y arriver. Au-delà de l'histoire qui pourrait être juste une histoire de conquête territoriale, on va se retrouver et qui pourrait être juste un petit shonen sympa, on va se retrouver dans plus on avance, plus on va se rendre compte qu'il y a des intrigues politiques partout. C'est du Game of Thrones moderne, c'est super malin. On va parler de l'équilibre diplomatique du Japon avec les autres pays du monde, mais aussi l'équilibre diplomatique qu'il y a entre l'Empire et les différents royaumes qui forment l'Empire et qui vont devoir plus ou moins s'allier, devenir ennemis, etc. C'est super malin. C'est de la géopolitique à 200% et en même temps avec suffisamment d'action et d'aventure pour que ça ne soit pas chiant. Disons-le clairement. Actuellement, il y a 12 épisodes qui sont sortis en DVD sous format physique chez All The Anime. Donc soit vous pouvez les avoir dans un coffret simple qui devrait sortir s'il n'est pas déjà sorti. Septembre, voilà. Pour le coffret simple, pour l'instant il existe en coffret collector avec une petite boîte et un t-shirt et une petite boîte genre gamelle de militaire dans lequel vous pourrez glisser les deux coffrets puisqu'il y aura une deuxième saison. Les 2 saisons sont déjà parues au Japon puisqu'elles se sont terminées octobre de l'année dernière et la deuxième saison va arriver en septembre en coffret qu'on pourra glisser dans le coffret collector préalablement. Si jamais vous n'avez pas envie de dépenser une certaine somme relativement importante puisque ces coffrets sont entre 30 et 60 €, ça dépend si vous avez le coffret DVD ou Blu-ray, vous pouvez aussi le voir sur Wakanim. Les 2 saisons sont disponibles, donc vous avez 24 épisodes qui représentent les 8 premiers tomes. Premiers tomes. C'est ça. Du manga. Les 8 premiers tomes publiés chez Ototo. Si jamais vous... moi je vous conseille l'animé parce que l'animé est quand même de très très bonne facture, quoi qu'on en dise. Parce que vous verrez sur internet que les gens sont un peu râleurs, mais les gens sont toujours râleurs sur internet. L'animé vaut vraiment le coup. J'ai comparé le doublage VF et la VO STFR. La VO est d'une très très bonne facture et la VF aussi, si jamais vous avez envie de faire découvrir ça à des plus jeunes qui n'ont pas envie de se farder du japonais. Ça arrive, il y a des fois des enfants qui sont un peu réticents. Des gens qui veulent pas lire. Oui, tout simplement. Et du coup, c'est un très très bon animé. Moi j'y ai revu un peu de Lodos, je peux pas m'en empêcher sur le chara-design de certains persos, mais ça c'est parce que je suis vieux. Sur une chronique de Lodos, ouais. Je sais pas si j'aime tout ça. Hein. Oui, mais c'est tellement bon. Je le refais au moins une fois par an. Non, franchement, foncez-y, c'est de la bonne. Voilà, passez le pas. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ah ouais. Bon, alors James Coon, lui, il va nous parler d'un titre ascensionnel. Et j'ai pas dit sensationnel, j'ai dit ascensionnel. Qui est sans sas aussi. Qui est sans sas. Hein. Donc Yowamushi Pedal saison 3 chez ADN, Anime Digital Network. Voilà, donc Yowamushi Pedal ou Sakamichi en sel. Sakamichi en sel. Sakamichi en sel, le titre. Ou Pedal 12 dans son titre. Oui, c'est ça, hein, c'est Pedal 12. Ouais, on va rester sur Sakamichi en sel, c'est plus Yowamushi. Ou Yowamushi, voilà, c'est facile à prononcer. Donc c'est produit, enfin c'est fait par TMS Entertainment pour le studio. Alors la saison 3 compte 25 épisodes. La saison 3 compte 25 épisodes, elle vient à peine de se terminer. Donc je vais quand même vous faire un récap de ce qu'est Yowamushi Pedal. Donc en fait, Yowamushi Pedal, c'est un animé sur le cyclisme. Voilà, les Japonais l'ont fait, c'est un animé sur le cyclisme. Qu'est-ce que les Japonais n'ont pas fait La pelote basque. Je suis pas sûr. Oh là, arrêtez. On peut se lancer le pari, hein, on peut chercher. On devait bien avoir une petite histoire courte de Satoshi Kon ou de Masamune Shirow. Ah ouais, mais il doit y avoir des trucs qui datent des années 90. C'est des tarés, ceux-là. Donc voilà, c'est un animé adapté d'un manga de Watanabe Wataru sur le cyclisme, je disais. Du coup, on va suivre Onoda, qui est un otaku, un gros otaku qui a la particularité de pédaler très fort. Très très fort. Pour aller chercher un gâchapon. Pour aller chercher un gâchapon. Non, mais ça prête à rigoler dit comme ça, mais en fait tous les jours, presque tous les jours après le lycée, il va à Akihabara. Donc en fait, il se tape son lycée à Akihabara
à vélo, ce qui fait qu'il a des cuisses en fer, ou presque. En fait, voilà, il a cette faculté de pédaler fort, très fort. Mais pourquoi le fait-il? Pourquoi le fait-il? Oui. Ah là là, tu veux savoir. C'est pour s'économiser un billet de train et pouvoir s'acheter plus de goodies. 500 yens, je crois, ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de petites économies. Le mec, il pédale pendant 2h30. Il n'y a pas de petites économies. Et du coup, il va se faire repérer par le club de cyclisme de son école. Of course. Logique, c'est un shonen sportif. Et du coup, c'est le nerd classique qui est pas très bon à l'école, enfin dans les études, pas très bon en sport. Et là, on a besoin de lui. Donc il est pas super charismatique. Non, c'est le japonais très serviable, vous savez dans les métros japonais. Il baisse la tête et tout. Voilà, bonjour. Domo. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, il va devenir l'un des piliers de l'équipe, parce que ça va être un grimpeur. Du coup, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le cyclisme, hein, vous avez les grimpeurs, ceux qui grimpent les montagnes, donc les gros mazos. Vous avez les sprinters sur le plat et ce qu'on appelle les as, en fait, ceux qui portent l'équipe un peu sur leurs cuisses. Et voilà, donc voilà, c'est 3e saison. C'est quand même tendancieux de porter pédale douce, porter sur ses cuisses. C'est pas ça, c'est qu'en fait ils sont tellement craqués les équipiers. Ah oui, non, mais ils sont des tous techniques. Ils sont tous over-cheatés, quoi. Le spider. Mais c'est ça, surtout que moi, il a des jambes d'araignée, littéralement. C'est ça, il a une façon de, parce qu'en fait quand on se met debout sur le vélo, on appelle ça la danser, en fait. Ouais, la danseuse. C'est la technique, la danseuse. Et l'un des senpai du club, en fait, a une façon très particulière de danser. On aurait dit tu l'as dit, Spider. Une araignée, c'est chelou. Et t'as l'autre aussi qui est en mode je défonce tout. L'autre, il a une rentrée dans l'atmosphère. Faut pas parler de lui. Il peut rentrer dans la stratosphère, c'est sur demande. C'est un vélo quand même. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que l'histoire? Ils veulent aller à l'inter-lycée, en fait. C'est la course où il y a toutes les meilleures équipes du Japon qui courent, en fait. Et donc la 3e saison, ça va être la 2e participation pour le héros à cet interlycée. Voilà, donc c'est un Tour de France ou pas Tour de France? Non, bon. Oh, ça pourrait arriver. Franchement, il pourrait l'imaginer pour un film. Il y a déjà une comédie musicale. Oui, ça fallait pas en parler. Ça, non, elle est de. Je dis pas qu'elle est de bonne facture, mais ils ont trouvé une astuce sur le vélo. Ah oui, d'accord, ok, mais ta gueule quand même. Ils ont trouvé une petite astuce pour les guidons de vélo. Je vous laisse aller consulter. Les mecs chantent sur des vélos. Ils ont retiré la selle, ils ont plus en octave. Voilà. Donc tu nous le conseilles, même faut rattraper toutes les saisons parce que là c'est quand même la 3 là. Vous avez plus de 80 épisodes, donc pour ceux qui sont en vacances c'est juste parfait, quoi. Un bon rattrapage. Ah ouais, non mais dans les règles de l'art, quoi. Bon bah écoute, on va tenter ton truc un peu bizarre, mais bon, on a d'autres trucs plus bizarres dans ce qui va suivre. DVD ou pas DVD? Malheureusement. Malheureusement non. Pas de version physique. C'est petit collector avec en partenariat avec Decathlon. C'est chez ADN. C'est à creuser. Oui, pardon, je dis Wakanim, c'est chez ADN, excusez-moi. Animé Digital Network, s'il vous plaît. Et avec l'accent non, sans accent, mais c'est quand même. Bah écoute, on va rester chez ADN parce que moi, j'ai regardé Vatican Miracle Examiner Partners. Alors, écoutez, j'enchaîne directement avec le vélo. Donc, comment que ça se passe? Parce que les cierges sont truqués. Bah voilà, donc c'est au Vatican que ça se passe, c'est contemporain. Donc, on a 2 experts en enquête qui, en fait, ils enquêtent sur les miracles qui leur sont signalés et doivent en vérifier la véracité ou pas. Donc on a Roberto et Nicolas qui non arrête, crache pas ton hosto là-bas. Et donc ces 2 jeunes prêtres beaux et fringants se rendent sur les lieux où on leur sont signalés ces miracles ou pas. Donc au début j'ai regardé ça avec un œil un peu intrigué parce que c'est plutôt calme au démarrage et tout. Il y a une ambiance, on voit pas trop. Et la première enquête voudrait que un des élèves d'une école planquée au milieu du Venezuela ou d'un pays quelconque d'Amérique du Sud ait des scarifications et les stigmates du Christ. Les stigmates, total. Il crache même du sang, le gars, donc et par les mains et par les pieds, hein, donc il est trop fort et il vole. Donc déjà ça donne voilà. Ils ont essayé de voir s'il flottait aussi. Non, il flottait littéralement dans l'église. Donc il flottait sur l'eau. Non, ils ont pas testé ça, ils avaient pas d'eau dans le coin. Donc ils vont vérifier et ils font ça de façon plutôt
très scientifique en fait. On s'attend à un truc fantastique et absolument pas. Ça passe par des analyses scientifiques, des études sociologiques, psychologiques. Donc en fin de compte, l'animé est plus intéressant et plus complet qu'on ne pourrait le penser, parce que on est dans une ambiance, on va se faire simple en termes de film Au nom de la rose, parce qu'il n'y a personne qui est vraiment très clair là-dedans. Il y a des influences. Je pensais aux experts Vatican. Mais... Ouais, pas loin, mais tu vois, il y a des choses qui ressortent du style d'où vient l'argent, parce qu'en fait, les enquêtes sont pas très sympas vis-à-vis du Vatican. On parle de corruption, on parle d'argent qui viendrait de la guerre de 40, on parle de nazis, voilà, y aurait-il une coalition entre les deux, c'est ce que a l'air de dire. Pas du tout, uniquement les passeports. Voilà, exactement. Donc non, le titre est plutôt sombre, bien construit et avec une ambiance vraiment sulfureuse. Évidemment, vous n'échapperez pas au moins une fois à une relation entre un vieux prêtre et un très jeune élève, et voilà. Moi, quand il a commencé avec Rodrigo... Non, mais eux n'ont rien à voir dans l'histoire. C'était Roberto et Nicolas. Voilà. Et arrêtez avec ces tendances, hein, c'est pas ça le propos. Et non, le titre est excessivement sérieux. J'en suis au 3e épisode. Sur combien ? Alors, il y en aura 12 officiellement. À moins qu'ils aient changé la donne. Non, 13. Inhabituel, mais 13. Coïncidence ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et non, l'ambiance est vraiment là. C'est super bien construit. C'est très lent. Et en même temps, il y a un fond de fantastique, mais tu ne sais pas si ce fantastique est lié à des hallucinations, parce qu'on parle quand même de psychotropes dedans, de drogues administrées aux personnes dans l'entourage, parce que l'enquête tourne autour de Satan. Mais qu'est-ce que Satan dans l'histoire ? Est-ce que c'est l'entité, ou est-ce qu'on parle d'un meneur de jeu qui fait ça, qui pousse tout le monde vers le crime ou ce genre de choses ? Parce que c'est ça l'idée. Donc il y a toujours cette ambiance un peu étrange, et franchement, c'est je pense, une des bonnes acquisitions d'ADN, qui n'a pas dernièrement m'a fait chavirer le cœur vis-à-vis de ce que je regarde, mais celle-ci est plutôt bien construite, et j'encourage vraiment les gens à regarder. Là, on en est à exactement 3 épisodes de diffusés sur 13, et franchement, ça tient la route. Un épisode par semaine ? Ouais, tous les samedis de mémoire. Et bon, vis-à-vis du studio, c'est pas mal, c'est JC Staff, ça va. Ça va. Et la base de l'histoire est un roman. Donc il y a une bonne construction quoi qu'il arrive. Donc je vous encourage à aller découvrir ça sur Anime Digital Network. Roman qui n'est pas sorti du Japon. Non, du tout. Pour l'instant, aucune publication France, mais je pense que ça pourrait se faire. Ça serait plutôt intéressant. Moi, je serais lecteur du truc. Oui. Donc voilà. Donc allez donc jeter un œil. En tout cas, vous ne deviendrez pas ecclésiastique après ça. C'est Sénat qui va enchaîner avec quelque chose qui n'est absolument pas récent, mais qui est de très bonne facture, et ça s'appelle Samurai Champloo. C'est indémodable et c'est atemporel. C'est un titre que vous pourrez regarder. Et en ce qui me concerne, je dois être comme toi pour le dos. Je dois me le faire tous les 2 ans, si ce n'est pas tous les ans. Oui, mais en même temps, Samurai Champloo, c'est intemporel. J'essaie de résister cette année. Je n'ai pas encore regardé. Vous faites partie d'une association tous les deux, non ? Des maniacos animés. Des vieux croulants ou je sais pas. Vous m'inquiétez. Samurai Champloo est génial, faut dire ce qu'il est. Faudrait voir. Et donc du coup, il a été réalisé par monsieur Shinichiro Watanabe, qu'on connaît aussi pour Cowboy Bebop. Du coup, des studios Manglobe. Qui vient de ressortir d'ailleurs en coffret ultra collector pour dire que ça ne vieillit pas. C'est l'histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Fu, n'est-ce pas ? Fu est serveuse dans une bicoque qui sert du thé, éventuellement 2-3 dango aux samouraïs de passage, et c'est là qu'elle va croiser le chemin de Mugen. Manière de sabre quand même au style assez particulier. Qui lui est très propre, on va dire. Orthodoxe, qui lui est très propre. Et Jin, qui lui étant mystérieux Ronin, qui lui aussi erre, on sait pas trop au début ce qu'il cherche. Et tout va basculer quand les deux vont se croiser et se battre dans le pauvre petit salon de thé qui n'avait rien demandé à personne. Qui va flamber. Donc très vite, elle et Lascar vont se retrouver coincés entre guillemets ensemble, à devoir faire la route ensemble. Et Mugen et Jin vont se retrouver embarqués dans une histoire de recherche de samouraï qui sent le tournesol parfois.
Donc, le tout est une forme subtile du fameux mélange entre tradition et modernité si propre au je Japon. t'attendais au tournant. Tu ne pouvais pas ne pas utiliser cette expression avec Samurai Champloo. Rien que l'intro, quoi. C'est un mélange qui est sur le fond, la forme, la musique, les petits clins d'œil. Musicalement, c'est bourré de références. Si vous connaissez un peu le hip-hop, si vous connaissez l'histoire du hip-hop, c'est il y a des références partout. Rien que l'ending qui a été fait par Nujab. Ouais, c'est Nujabes. Nujabes, ils ont fait appel à Fat Job. Enfin, le planning aussi est sympa. Regretter. Oui, excusez-moi, le regretter. Mais que vous pouvez réécouter, son œuvre dans 7 à 8 sur TF1 si vous voulez. Ah, merci. C'est vrai, ils ont pris des morceaux. Oui. Donc oui, au niveau de la musique, c'est magnifique. Ne serait-ce que les interventions de Mimi à l'ending et pour Who's Theme. Oh là 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 là. Enfin, c'est un véritable ovni de l'animation, ce titre. Ne serait-ce que dans je disais, l'originalité présente dans chaque épisode. Vous avez des exemples, je vais vous donner des exemples, mais enfin... Le chant de cannabis. Arrête Le match de baseball avec les Américains, qui est juste magnifique. Bon, vous me fatiguez, donc je vais laisser James Coon et Monsieur Colo faire ma rubrique à ma place. La révolte chrétienne à la fin. Bon, allez, si vous me voyez, j'ai un calepin, je le jette par terre et je lui marche dessus. Donc, avec ces exemples qu'ont donné mes traîtres de collaborateurs, je tiens à préciser également que malgré ces petits clins d'œil assez originaux, il y a toujours quand même une véracité et une recherche historique, ne serait-ce que le petit clin d'œil avec Van Dog, également l'épisode sur l'arrivée chrétienne au Japon. Les tournesols ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est un titre qui est bourré d'anachronismes, mais c'est fait exprès et c'est volontaire pour justement mettre un peu en perspective quelque chose qui ne l'était pas. Ça se passe, donc tu parlais de l'arrivée des chrétiens, donc ça se passe après 1560 et avant 1615, avant le massacre des chrétiens, et c'est justement pour parler un petit peu des révoltes chrétiennes qui sont passées au travers du Japon. Non, mais c'est très très bien amené, parce qu'en plus, bourré d'anachronismes, ça fait qu'on fait des parallèles avec notre société à nous, et c'est super intelligent. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin, il n'y a pas un sujet qui fait la base de l'histoire japonaise qui n'est pas effleuré ou touché du doigt. Et c'est vrai que l'épisode avec le cannabis c'est quand même assez rigolo, assez marrant. Donc moi, voilà, c'est mon titre que je vous conseille pour l'été, parce qu'on peut pas faire plus été que Samurai Champloo. Les morceaux aussi, vous ferez une petite playlist Dosule Fago que vous pourrez apprécier. Vous avez 2 CD à racheter juste après. Ce soir au Macumba, on passe Macumba Night. Samurai Champloo. Non, c'est vrai que je trouve que moi chaque morceau est choisi. En même temps, Monsieur Watanabe a une deuxième passion, et apparemment s'il n'avait pas fait de l'animation, ça aurait été la musique. Donc il choisit toujours méticuleusement chaque morceau adapté à chaque épisode. Parce qu'on parle de Cowboy Bebop et de son OST. Vous entendez, j'espère, les bruits de moi en train de taper. Ceci est un frappage en règle. Donc, j'allais justement vous parler de Cowboy Bebop et avec le je dis des bêtises. Les Sunbelt. Bebop, avec le blues et le jazz aussi, qui est une très belle bande son. Donc voilà, je vous le conseille. Il est en 26 épisodes, en coffret chez Dybex. Coffret Gold. Voilà. Donc pas cher. Vous pouvez le trouver facilement et l'apprécier à sa juste valeur. Il n'y a pas d'année et d'époque pour commencer. Donc foncez. Et ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas. Voilà. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'est pas aussi disponible sur Netflix ? Oui, il est sur Netflix. Il est disponible sur Netflix. Si vous voulez pas du physique, nous préférons le physique, mais vous pouvez aussi le voir, vous faire une idée sur Netflix. Donc en gros, plus d'excuses. Ah non, il n'y a plus d'excuses. Il faut le voir légalement, l'acheter légalement et le regarder légalement. Il est sur Netflix, effectivement. Bon bah c'est formidable, dis-moi. Enjoy. Ouais. Et donc ça va être à moi pour la dernière chronique de On a vu, avec un superbe animé qui s'appelle Ao Girl, traduction littérale de la nana débile ou la fille stupide, c'est vous qui choisissez, mais enfin personnellement je dirais la nana conne comme ses pieds, mais ça c'est pas possible. Donc en fait on a Yoshiko qui est une jeune lycéenne plutôt débile profonde, il n'y a pas d'autre mot, qui a une grande passion, c'est les bananes.
Oui, car elle salive devant des bananes d'importation, des bananes faites par des artisans. Tu te moquais de mes vélos. Hein. Ouais, je sais. Tu te moquais de mes vélos. Ouais, non, mais littéralement. Et surtout, dans sa tête, elle le pense en tout cas, amoureuse de son ami d'enfance, de Hakuru, qui est un jeune homme excessivement rigide, intelligent, exigeant, limite le mec relou en fait, et qui la considère pas du tout. Enfin si, il la considère. Donc, il la considère comme une débile. C'est un mec qui fait tout le temps la gueule. Tout le temps. Donc c'est un mec qui n'a jamais la banane. Non, il n'a jamais la banane. Magnifique. Formidable. Et vous dites du côté familial, en tout cas de Yoshiko, on la considère, c'est-à-dire que on est sympathique. Non, sa mère, non, elle est inquiète, sa mère, parce qu'elle se dit, il faut qu'on lui trouve un mec, carrément, parce que une fois qu'elle sera dans le monde du travail, elle va mourir. Enfin, c'est-à-dire qu'elle va manquer d'air, c'est pas possible. Donc, sa mère a l'espoir secret de pouvoir la caser directement avec Hakuru, qui est en tout cas prévu à faire de longues études et devenir quelqu'un ayant de l'argent et du pouvoir. Donc sa mère a dit il y a bon le bon plan, je vais pouvoir la caser parce que sinon elle va pas s'en sortir. Donc on va suivre les aventures de cette jeune fille qui est peut-être un peu trop nature, c'est-à-dire que a dit les choses telles que par exemple à un moment donné elle veut faire un cadeau à Hakuru, elle veut lui offrir un magazine porno en collant sa tête d'elle-même sur les corps des nanas. No filter. Donc voilà, et elle est trop contente de lui offrir, genre vas-y, et elle lui donne ça juste à l'entrée du lycée. La bonne idée. Évidemment, et c'était pas le bon jour parce que c'est le jour de la fouille. Donc si vous avez quelque chose de pas normal dans votre sac, et lui il se fait gauler avec ça, et la présidente des élèves fait non mais t'es un gros pervers, t'es un sale, t'es la pire des merdes. Et l'autre mais non mais c'est pas moi et tout, c'est elle qui me l'a donné. Oui bien sûr, une jeune fille va donner un magazine porno, et puis l'autre a fait mais oui c'est moi, mais oui. Puis elle saute sur la présidente, elle fait mais dis donc t'as des gros nichons toi. Donc elle la masse et tout, l'autre a fait mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ces sensations bizarres qui montent en moi. Et puis là, à ce moment-là, il y a Hakuru qui arrive et qui envoie littéralement un punch dans la gueule de la gamine. Elle en a l'habitude, je préviens d'avance, ce n'est pas de la violence totalement gratuite. Et en fait, la présidente commence à avoir un blush. Oh mon Dieu, il m'a sauvé. Voilà, ça commence comme ça. Donc en fait, la présidente d'un coup découvre des sentiments envers le Hakuru, mais le problème c'est qu'en fait, en 3 secondes et demie. En fait, elle s'invente surtout des délires sexuels avec lui. Elle a pas oublié le porno en 3 secondes et demie, j'ai rien dit. Voilà. Donc vis-à-vis du massage précédent qu'elle a eu, donc peut-être à ce moment-là, c'était l'émotion qui a parlé. Donc en fait, le Cowgirl, c'est vraiment stupide au dernier niveau, mais c'est tellement génial. T'as une journée de merde, tu regardes ça, mais après t'as la banane. Sans jeu de mots, aucun. Sans jeu de mots. Non, mais une idée stupide. À un moment donné, elle va dans une rue commerçante, elle trouve une banane d'un artisan qui fait pousser ça au Japon. Et elle fait juste 2 heures de route à pied pour aller chez l'artisan, alors qu'elle aurait pu prendre le train. Sa copine lui dit mais on aurait pu prendre le train. Non, on y va en trace. Et elle arrive chez l'artisan, à l'agriculteur, il fait elles sont trop géniales vos bananes. Sa copine à côté, elle est juste sur les genoux, elle est en train de mourir. Et puis à l'autre, elle lui fait bon, on repart maintenant. Quoi? Elle fait mais non, on repart pas. Et là, sa copine se met à genoux devant l'agriculteur, elle fait donnez-moi de la monnaie, je vais rentrer en train s'il vous plaît. Donc voilà, cet animé est un ovni. C'est des épisodes de 12 minutes, faut pas plus, ça sert à rien. Et franchement, c'est très drôle. Alors les gens vont me dire ouais, non, mais bon, c'est violent. Et non, écoutez, c'est de l'humour. Je sais mais c'est une violence de n'importe quoi. Même le mec se retrouve attaché avec des menottes à un moment donné. Elle essaye de lui faire son affaire. Lui, il veut pas. Le mec résiste, pour moi c'est un héros quelque part. C'est un personnage de shonen, tu sais. Ah ouais, non, mais lui il reste stoïque jusqu'à la fin. Bon, ça se termine avec un double kick dans la gueule, mais sinon c'est vraiment très drôle. J'encourage les gens à aller regarder ça parce que c'est vraiment drôle. C'est le truc détente, repos du cerveau, tout va bien. Donc chez Crunchyroll, et actuellement on en est exactement à 4 épisodes et 12 épisodes de prévu de 12 minutes. Ça mange pas de pain, où on peut s'en enchaîner 2-3. C'est rigolo. Voilà, c'est la bonne humeur, c'est tout ça. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la rubrique on a vu, et on va enchaîner directement avec l'autre qui est à suivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va le découvrir juste après le jingle. Bon, alors, la rubrique à suivre, quoi que c'est que c'est? Écoutez,
ponctuellement, elle n'existera que pour ce mois-ci parce que c'est les séries dont on va pas s'étendre sur le sujet. On va juste vous donner le nom et à peu près vous dire chez quel éditeur vous allez la trouver. Donc moi je commence tout de suite pour lancer le feu avec Another World with My Smartphone chez Crunchyroll. L'idée, c'est un mec qui meurt foudroyé par Dieu, qui s'est implanté en utilisant la foudre divine et il reste vivant. Enfin vivant, non, il est mort, mais il n'est pas mort totalement. Il dit à Dieu, mais merde, je suis mort, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, je peux te faire revivre, mais pas sur Terre parce que ça serait pas bien. Donc je peux te renvoyer sur un autre monde. Et l'autre, tu dis, ah ok, d'accord. Franchement, le gars, tout nice, il lui en veut pas du tout à Dieu. Il dit, bah, je comprends quand même, la foudre divine, c'était un test, c'est pas de ma faute. Enfin voilà. Et donc Dieu le renvoie sur un monde de Heroic Fantasy, évidemment. Donc c'est dans l'ère du temps. Mais surtout, petite particularité. Avant de le renvoyer sur ce monde, Dieu lui dit je peux te faire un cadeau en plus parce que franchement je t'ai pas aidé là en te tuant. Bah écoutez, si vous pouviez me laisser mon smartphone, ça m'aiderait. Et bah ouais, mais comment tu veux? Bah si je peux le recharger. Ah ouais, on peut, ouais, façon magique, tu pourras le recharger facilement. Et puis je vais t'améliorer. Donc il renvoie le gamin sur donc ce monde d'Heroic Fantasy avec un smartphone et des améliorations physiques et mentales. Et du coup, bah, il va faire équipe avec deux jeunes filles qui vont vouloir remplir des missions pour une guilde et vont finir par créer leur propre guilde à trois et forcément recruter d'autres gens. Et évidemment, encore une fois, il sera le seul mec du groupe. Donc voilà, faites-vous plaisir. Un petit harem. Un petit harem manga qu'il est bien à regarder, mais plutôt sympa, franchement, pas cucul à praline, des personnages bien construits et puis un personnage central pas relou, voilà. Donc allez regarder ça, c'est chez Crunchyroll et on en est au exactement 2e épisode. Donc James, t'enchaînes avec le tien. Très très rapidement, alors il s'agit de Made in Abyss. Vous avez 3 épisodes pour l'instant. Alors de quoi ça parle rapidement? Vous avez une espèce d'île et au centre de cette île il y a un trou. Voilà, un trou profond, abyssal. Et plein d'aventuriers sont venus à la recherche d'éventuels trésors ou par l'appât du gain ou l'appât de la gloire et de la notoriété. Donc en fait c'est une exploration de cet abîme en fait, et donc vous avez une ville qui s'est créée tout autour de ce trou qui fait 1 km de diamètre je crois, donc c'est quand même assez conséquent. Et du coup en fait on va suivre une gamine supposée orpheline. Sa mère était une exploratrice légendaire mais qui a dû disparaître dans des raisons assez mystérieuses, et en fait cette gamine va plonger, c'est une apprentie, donc les apprentis ne plongent qu'à 10 mètres ou 100 mètres de profondeur parce qu'il y a des paliers. Et à chaque palier, il y a des effets secondaires parce qu'il y a une espèce de malédiction et une faune et une flore assez spéciales dans cet abîme. Et en fait, dans les premiers paliers, c'est des petits maux de tête. Le max, ça peut être des vomissements ou sinon vraiment la perte de notre humanité. Donc soit la mort ou la perte de notre humanité, on se transforme en quelque chose. Je sais où est tombé Marcy alors. C'est pas gentil. Je crois que le 3e étage, c'est le chocolat vegan, c'est ça? Oui, je pense. Ouais, parce qu'il y a un étage, c'est le vomissement. On vomit. D'accord. Voilà. On va aller là. Et du coup, on va suivre cette gamine qui a failli frôler la mort avec un ami, mais qui va être sauvée par une sorte de robot. Donc robot. Robot géant? Non. Cette fois, non, c'est pas une espèce de Gundam ou de mecha, c'est un petit robot. En fait, c'est vraiment des gamins, du coup, ils ont à peu près la même taille, c'est sympa, elle se fait un nouveau copain. Et ce robot, en fait, est amnésique, voilà. Facilité scénaristique ou pas, je ne sais pas. En tout cas, au 3e épisode, petit spoiler, elle reçoit un message de sa mère lui disant vous êtes mon dernier espoir. Non, de la rejoindre dans les tréfonds. Et non, c'est un animé que je vous recommande fortement parce que le chara-design est aux petits oignons et l'histoire semble vraiment intrigante. Donc, affaire à suivre. D'accord. Et vous avez rien à suivre de l'été? Que des vieilleries. D'accord, ok. Si vous voulez savoir, je suis tombé sur le film de Nadia et voilà. Non, on va pas en parler du tout. Bon, bah c'était très bien de cette rubrique à suivre en 2. Et puis on va enchaîner directement sur les coups de cœur, mais tout de suite après le jingle. Yeah, alors c'est mon coup de cœur à moi qui commence. Quelle est l'annonce? Black Clover en simulcast en octobre chez Crunchyroll. Alors, le premier tome chez Kazé était chiant comme la mort en manga. Et bah bizarrement, ça s'améliore nettement après. Donc, franchement, c'est du bon. Et là, le fait que... Déjà, faut savoir qu'au Japon, la série n'a pas décollé avant le tome 3. Donc déjà, ça réglait le problème. Du coup, gros succès commercial. Et, de par le fait...
version TV, donc animée, et ça sera chez Crunchyroll, ce qui est bizarre parce que je pensais le voir le truc arriver chez ADN, et bah non, c'est Crunchyroll qui l'a récupéré. Donc voilà. Ça se détache un peu de ce syndrome Naruto. Non, pas du tout, ça peut être que ça, puisque c'est un mix entre Seven Deadly Sins, Naruto et Bleach. On est d'accord. Ah voilà. mais clairement, c'est Ah non, ça a été formaté pour faire ça. Ouais, donc, voilà. Donc cherchez pas plus loin. Si les 3 vous ont plu ou un seul dans le tas, vous pouvez y aller tranquille, c'est pépouze. Parce que pour donner une idée, le héros veut devenir Hokage, pardon, empereur mage. Ouais, voilà. Non, mais tu t'es trompé dans le terme. C'est pas grave. Excusez-moi. Donc ne t'inquiète pas. Donc c'était mon coup de cœur. Il est pas fou, mais ça fait plaisir. Au moins on voit qu'il y a un succès qui s'annonce grâce à la version TV. James. Oui, Next. alors un immense coup de cœur parce qu'en fait ça a été annoncé. À Angoulême, on va avoir la chance d'avoir 2 grandes expos, une sur Tezuka, donc qui va s'appeler Manga no Kami-sama, parce qu'il faut savoir que Tezuka est considéré au Japon comme un demi-dieu. Le dieu du manga. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Tezuka, bah déjà honte sur vous. Donc Tezuka, voilà, c'est celui qui a posé un peu les pierres du manga. C'est moderne. Faut préciser, le manga moderne au Japon. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, le roi Léo? Il a fait quoi là? Le roi Léo. Astro Boy. Voilà, Astro, merci. Blackjack peut-être. Blackjack, ne serait-ce que ça. Peut-être. Éventuellement. Je préfère Astro Boy. Voilà, c'est dit. Chacun chez goût. Ouais, c'est moins cher pour se faire la collection. Aussi. C'est moi la guerre aussi. Mais ils sont disponibles. Moi, oui, ils sont disponibles, oui. Mais ils ont changé 3 fois d'éditeur. Ils sont dispo. Et la deuxième exposition, ça sera sur Hiro Mashima, du coup, l'auteur de Fairy Tail. Voilà, tout de suite. Ça fait Doki Doki dans ton cœur. Bah oui, bah voilà. On a un ancien et un nouveau. Est-ce que tu iras avec ton petit fanion? J'irai avec mon petit fanion Fairy Tail. Voilà. Et le petit tatouage sur le bras? Non, c'est dans mon cœur. Ah ouais. Mashima, je fais partie de la guilde. Donc voilà, Angoulême se tiendra du 25 au 28 janvier 2018. Ah, ils ont décalé les dates. Un petit peu, ouais. Donc il y aura la présence de Hiro Mashima et pas de Tezuka. Oui, c'est Tezuka, il est mort en 90. Des tables, des chaises et puis un verre. Donc à savoir que l'expo sera une vraie exposition avec quelques originaux, donc de Tezuka, chose à voir, et des originaux d'Hiro Mashima également. Et voilà. oui, ils existent. Ils ne sont pas détruits. Non. Ah bah écoute, ça arrive les bonnes surprises. Bon bah on en a fini avec cette rubrique si personne n'a un coup de cœur, et on va enchaîner directement avec le coup de gueule, mais sans jingle, parce que c'est pas l'utile. Donc on a un petit coup de gueule, on va dire collégial, parce que tout le monde a lu la même chose sur la page Facebook. Est-ce que tu parlais de la tome de Savoie ou de ce qu'il y a en dessous? Alors, je parle de ce qu'il y a avant la tome de Savoie. Nous avons eu une personne indélicate qui a fait remarquer à tous les lecteurs et lectrices que investir plus de 100 € dans du manga, c'est vraiment stupide, alors que tout est disponible gratuitement sur internet. Oui, évidemment, il a fait rire la planète entière à ce moment-là. J'en suis désolé pour lui, mais moi je suis libraire et effectivement, je ne lui ai pas répondu, mais j'en pensais plein de choses sur son propos. Voilà, donc, non, il est gentil. Si, oui, on l'aime bien au village. Non, mais si, ça avait l'air tellement venant du cœur et naïf à souhait. Il a dit ça. Naïf, je sais pas. Cotorep, ouais. Non, mais il a dit ça d'une façon, c'était évident en fait. Il comprenait pas. Il se dit, mais je comprends pas, c'est gratuit sur internet. Eh ben mon gamin, tu vas travailler, on te paiera pas et tu comprendras tout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est le monde qui nous attend. Vivre, et quand tu pourras plus lire de manga, tu comprendras. En fait, alors je vais refaire encore un peu l'histoire, mais je pense que pour certains, mangaka ou éditeurs au Japon, c'est un hobby. C'est des gens fun, qui ont un vrai métier à faire. Hein. Ils passent surtout pas 72 heures de leur vie journalière à écrire, à dessiner. Ils font ça le week-end. Voilà. Ouais, ils font ça le week-end, tranquille. L'auteur de Naruto. Rin, tu vas lire Rin sur internet. Ensuite, voilà, entre autres, c'est pas le seul. Bakuman aussi. Bakuman, voilà. Voilà. C'est la réalité du travail. C'est-à-dire des gens qui se crèvent la paillasse. Et quand on met leur travail gratuitement sur internet, ça leur apporte absolument rien du tout, ce qui n'est pas le but puisque c'est quand même un travail, donc tout travail mérite salaire. De la façon dont c'est mis gratuitement sur internet. Voilà. Alors il y a des gens qui touchent de l'argent, mais ni l'éditeur ni l'auteur. Voilà. Ça s'appelle des régies publicitaires, donc certaines personnes. Et bien sûr, ces régies publicitaires ne reversent pas une partie de leur gain à la Sofia. Ah, pas du tout. En fait, quand on est agrégateur de Scantrad, pour certains, on en a eu l'exemple, ont dû devenir auto-entrepreneurs pour
pouvoir toucher les dividendes massifs que leur apportaient les régies publicitaires. Donc, vous voyez, le côté Robin des Bois dans ton cul. Voilà, excusez-moi. La passion de l'argent. Ça n'existe pas. Donc, soyons honnêtes, parlons franchement. Non. De toute façon, ces auteurs sont riches 1 million. Mais grave. Je veux dire, C'est pour ça ils qu'ils n'en ont ont pas des besoin. auteurs, C'est pas parce qu'il y a 200 000 personnes qui vont lire leur série sur Internet gratuitement que ça va leur manquer. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, détendez-vous. Encore une fois, Barack Obama. Il n'y a rien de mal dans le vol. Rien. Ceci est un message complètement faux. non, donc faites comme des milliers ou millions de crétins, continuez à acheter. Faites comme nous, on achète nos bouquins et on fait vivre toute une chaîne qui est la chaîne de l'auteur, de son éditeur, des éditeurs français qui achètent les licences, du distributeur et puis du libraire. Hein, pensez à moi aussi. Donc voilà, c'est le message qu'on veut vous faire passer. Et puis pas que ça, les traducteurs aussi. Oui, il faut quand même. Faut dire une chose, c'est que bien souvent quand vous lisez un truc gratuitement sur Internet, vous vous dites ah oui mais la traduction est quand même plus juste que ce que j'ai pu voir dans le manga. Les mecs, réfléchissez 2 secondes. À côté vous avez des types qui sont étudiants en japonais, qui ont peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans derrière eux de japonais, qui certes peut-être ont un certain niveau, qui peuvent tenir une conversation tranquille sur au niveau des grillades là. Est-ce que je peux les avoir saignants s'il vous plaît? Mais quand il s'agit d'essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur une œuvre, peut-être que quelqu'un qui a une motivation derrière un peu pécuniaire, qui est payé pour ça, qui travaille quelque chose comme 30 heures, 40 heures par semaine sur un titre pendant 6 mois pour l'étudier en détail et pour arriver à quelque chose qui est une traduction et une adaptation, je tiens à préciser qu'il y a 2 métiers quand même aussi, c'est peut-être un peu plus qualitatif et peut-être que vous êtes plus proche de ce que l'auteur a voulu dire à la base et peut-être que vous êtes plus proche de l'œuvre, peut-être que vous respectez davantage son œuvre et en plus vous faites partie de la chaîne du livre. Enfin voilà. Je me suis permis cette petite aparté pour dire qu'aussi qu'il y avait d'autres personnes, il y a plein de gens qui travaillent. Je vais tirer encore sur Ambulance, que t'es gentil, parce que généralement, Scantrad, Fansub, c'est les traductions du japonais, enfin c'est de l'anglais. Oui, c'est ça, c'est traduit du japonais vers l'anglais. On va faire la chaîne complète, c'est du traduit vers le chinois, du chinois vers l'anglais, et l'anglais vers le reste du monde. Voilà. Donc bon. En gros, t'as perdu 3 fois le sens de la phrase. C'est ça, de base. C'est un peu le téléphone arabe, quoi. Ouais. C'est pour ça que t'as Frigo-sama. Oui, Frigo-sama. Je précise elle est magique. Freezer dans l'épisode qui devient Frigo-sama dans les traductions fansub. Ou Congélateur-sama selon les clans que vous avez. Si vous utilisez Google Trad 2011 ou Google Trad 2013. Genre, ils ont volé notre trad. Bah nous, on va se venger. On a mieux parce qu'on est plus des Roxor. Ah bon, d'accord, ok. Donc ça sera Congélateur-sama. C'est magnifique. Donc voilà, c'est sur ce coup de gueule sous forme humoristique qu'on essaye de faire passer un peu. Vaut mieux en rire. Bah ouais, on essaie de faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, de ce qu'on a lu sur la page Facebook de Kazé, il y a une grande partie des gens qui sont conscients de ce qui se passe quand même. Oui. Ça va, c'est rassurant. On est bien dans nos têtes. Ça m'a permis de passer un bon week-end. Rire sur le moment et me rassurer après à la lecture des commentaires plutôt intelligents qui ont été refaits en même temps que la tome de Sawa, puisque tout à fait. C'était juste au-dessus. Le message qui a suivi était une tome de Savoie. Je sais, il doit y avoir un message subliminal derrière ça. Manger du fromage, certainement. Oui. Donc c'est sur cette note humoristique que déjà nous allons vous souhaiter un joyeux été de lecture et de visionnage avec nos conseils. On espère qu'ils seront plus vieux ou tout du moins avisés, comme dirait l'autre. Nous allons aussi remercier nos partenaires. MangaCast, c'est nous-mêmes, mais il y a aussi Mangamag, le site de l'information, de l'animation et du manga. La librairie Ayaku Shop qui nous accueille. Aussi, je vous accueille cet été, je ne ferme pas, donc viendez voir ce qui se passe parce que la plupart des titres que nous chroniquons, on les a aussi en librairie, physiquement, nous, et pas besoin d'un clic, et pas besoin de les recharger. Donc viendez nous voir, on va discuter. Donc on va vous laisser. Regardez des animés, lisez des mangas. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour vos chakras. Ouais, c'est pas mal. On peut la refaire ? Ouais. Allez, vas-y, fais-la. Regardez des animés, c'est bon pour votre santé. Lisez des mangas, c'est bon pour vos chakras. Ouais, c'est pas mal, ça dit comme ça. Moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien moi aussi. On va la garder celle-là. Donc, écoutez, on vous dit à bientôt, mais on va vous quitter. Alors, musicalement, vous l'aurez la version complète musicale sur la version MP3 directement sur mangacast.fr. Il y aura la version YouTube qui sera expurgée de ce morceau de musique puisque YouTube a ses contraintes au niveau des licences. Donc nous allons nous écouter un petit morceau qui est très bien. C'est
Alors, c'est du Evangelion, pour être très précis, c'est Fly Une Me to the reprise, Moon, une reprise de Sinatra. interprétée par Yoko Takahashi. Donc, c'est le ending theme de Neon Genesis Evangelion. Une reprise déjà de base, puisque Frank Sinatra l'avait bien chanté, celle-là. Ah oui. Donc, on vous balance tout ça, on vous kiffe, on vous aime, on vous fait des bisous, et puis on vous dit à bientôt. Salut, Ciao.